J'aurais tout fait pour déménager à Kyoto et oublier l'existence de Ryan Castellano. 2 ans à apprendre à m'excuser d'exister dans un mariage. Ça vous marque. Entassez toutes vos affaires dans 3 valises. Réservez un aller simple et persuadez-vous que 10 000 kilomètres suffisent pour faire taire sa voix. Ce n'était pas à cause de l'infidélité. Enfin si, un peu, mais surtout à cause des 3 années précédentes. Quand ma meilleure amie a cessé de m'appeler. Quand les brunchs hebdomadaires de ma sœur sont devenus trop compliqués pour Ryan. Quand mon studio photo est devenu un petit passe-temps mignon dont il vaudrait mieux se débarrasser. Quand j'ai retrouvé le SMS avec Sophie, j'étais déjà un fantôme dans ma propre vie. Sophie Laurent, la décoratrice d'intérieur à qui je l'avais présentée pendant la rénovation de notre maison du comté de Marin. Celle qui m'apportait des macarons de sa pâtisserie préférée et qui me disait que j'avais un don pour les couleurs. Je l'avais vraiment appréciée. 2 ans plus tard, assise dans mon minuscule appartement de Kyoto, au-dessus d'un restaurant de ramen, la douleur était encore vive. L'odeur du bouillon miso se mêlait à l'air embaumé de fleurs de cerisier. Mon poste d'enseignante à l'école internationale n'avait rien de glamour, mais c'était le mien. J'enseignais l'anglais à des élèves japonais de primaire qui m'appelaient Emma Sensei et me dessinaient le mont Fuji. Mon appartement de 37 mètres carrés était un havre de paix soigneusement aménagé. Une table basse, des tatamis, un futon que je repliais chaque matin. J'avais appris à trouver du réconfort dans les petits espaces grâce au rituel matinal de la préparation du matcha, à l'image de la société japonaise qui valorisait le respect discret plutôt que la performance constante. J'avais bloqué Ryan partout le jour où j'avais signé les papiers du divorce. J'avais bloqué Sophie aussi. Ma sœur Claire était le seul lien qui me reliait à cette vie. Et même elle savait qu'il ne fallait pas prononcer son nom sans que je le lui demande. Alors, quand mon téléphone a sonné à 13h11 un jeudi soir, le nom de Claire s'affichant à l'écran, j'ai su que quelque chose n'allait pas. M. Sa voix était tendue. Tu es assise. J'ai posé ma tasse de thé. Dehors, un employé de bureau ivre chantait du karaoké comme un pied. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu une invitation de mariage aujourd'hui. Ryan se marie. Les mots tombèrent doucement, comme si je les attendais. D'accord. Avec Sophie à Napa. Dans ce château, celui où la réservation coûte une fortune. J'attendais le coup de poignard dans la poitrine. Il ne vint pas. Tant mieux pour eux. J'imagine que ce n'est pas tout. La voix de Claire baissa. Maman veut y aller. Elle dit que les Castellano font toujours partie de la famille et que ce serait impoli de refuser. Et là, le coup de poignard arriva. Elle va à son mariage. Avec la femme avec qui il m'a trompé. Elle a dit, tu as tourné la page et trouvé la paix au Japon, alors ça ne devrait pas avoir d'importance. La voix de Claire était chargée de sarcasme. Je lui ai dit qu'elle était folle. Papa hésite. Il demande si ça te fait quelque chose. J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement, la cabane que j'avais aménagée le matin même, les dessins de mes élèves sur le réfrigérateur, la vie que j'avais construite à partir de rien. Dis-leur de faire ce qu'ils veulent. J'ai répondu que je m'en fichais. Je le pensais vraiment. 3 mois passèrent. Je sortais avec un professeur britannique nommé Oliver, qui travaillait dans mon école. Nous allions ensemble visiter des temples. Il n'essayait pas de me changer ni de me dire que je devrais sourire davantage. Quand il me tenait la main dans le train pour Osaka, c'était simple, naturel. Le mariage était prévu pour le 15 octobre. Je le savais parce que Claire m'avait envoyé un texto ce matin-là. C'est aujourd'hui. Je n'y vais pas. Pour la petite histoire, j'étais en plein cours de conjugaison avec mes élèves de CE1 quand mon téléphone vibra dans le tiroir de mon bureau. Puis encore et encore. À midi, je vérifiais. 17 appels manqués de Claire. 4 de ma mère, 2 de numéros inconnus. Mes mains tremblaient quand je rappelais Claire. Oh mon Dieu, Emma, où étais-tu passée? Elle respirait fort, comme si elle avait couru en donnant cours. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est blessé? Le mariage de Ryan venait de tourner au fiasco. Un fiasco spectaculaire. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Un des garçons d'honneur filme la scène en direct. Je suis sortie dans la cour, loin des autres professeurs. Quoi? Implosion. Pendant la cérémonie, juste avant les vœux, un Français s'est levé et a annoncé que Sophie était toujours mariée avec lui, qu'ils étaient fiancés depuis 4 ans,
qu'elle se servait de Ryan comme d'un portefeuille américain, tandis qu'il finançait son train de vie. Le monde a basculé. Je me suis assise sur un banc en pierre. Quoi? Il s'appelle David Laurent. Il est venu spécialement de Paris. Il a dit avoir vu leur faire-part de mariage sur le Facebook de la mère de Sophie et s'être rendu compte qu'elle l'avait ghosté il y a 3 mois. Il pensait qu'elle avait été kidnappée ou un truc du genre. En fait, elle a juste décidé de passer à la vitesse supérieure. Je n'arrivais pas à y croire. Mais ils sont ensemble depuis 2 ans. Comment peut-elle avoir un fiancé à Paris? 3 ans, en réalité. Apparemment, elle a commencé cette liaison avant même de te rencontrer. David a dit qu'ils vivaient ensemble à Paris quand elle a décroché le poste de consultante à San Francisco. Elle lui a dit que c'était temporaire. Il prévoyait de déménager aux États-Unis une fois qu'ils auraient économisé suffisamment d'argent, mais elle a cessé de répondre à ses appels. C'est dingue. Et ce n'est pas tout. Après l'annonce de David, la mère de Ryan s'est levée et s'est mise à hurler sur Sophie. Elle l'a traitée d'escroc. Sophie a essayé de nier, mais David avait leur bail. Photos, SMS, tout. L'officiel est resté planté là. La moitié des invités filmaient avec leur téléphone. Ryan avait l'air d'être sur le point de faire une crise cardiaque. Je n'ai rien ressenti. Puis tout, puis plus rien. Où est Ryan maintenant? C'est pour ça que j'appelle. La voix de Claire a changé. Sophie m'a appelé il y a 20 minutes, en pleurs. Elle a réussi à trouver mon numéro dans le répertoire familial. Pourquoi t'appellerait-elle? Elle voulait ton numéro. Elle est persuadée que tu as envoyé David pour gâcher son mariage. Elle n'arrêtait pas de dire qu'Emma était au courant. Emma devait forcément être au courant. Sinon, pourquoi serait-il venu? Elle pense que tu as tout manigancé par vengeance. Un rire m'a échappé. Un vrai rire. Mes élèves m'ont regardé depuis la cour de récréation, inquiets. Je suis au Japon. Je n'avais pas pensé à eux deux depuis des mois. Comment aurais-je pu retrouver son fiancé français secret? Je le lui ai dit. Elle ne m'a pas cru. Elle a dit, tu as toujours été sournoise et manipulatrice, et c'est exactement ce que tu fais. Son culot m'a sidéré. La femme qui a couché avec mon mari en se faisant passer pour mon amie me traite de manipulatrice. La mère de Ryan a appelé aussi. Madame Castellano. Elle pleurait. Claire marqua une pause. Elle s'est excusée auprès de toi. Monsieur, elle a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point Ryan te traitait mal jusqu'à ce qu'elle le voie essayer de contrôler Sophie aujourd'hui. Il a apparemment pété les plombs quand le mariage a capoté. Il s'est mis à hurler sur sa propre mère parce qu'elle l'avait humilié devant tout le monde. Il a dit à son père qu'il aurait dû mieux se renseigner sur Sophie. Il a blâmé tout le monde sauf lui, comme d'habitude. Sa mère a dit qu'elle était désolée d'avoir toujours pris son parti, pour toutes les fêtes où elle t'a obligé à t'adapter à son emploi du temps, pour t'avoir dit que tu étais trop sensible quand tu as essayé de lui parler de ton isolement. La voix de Claire s'est brisée. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant. Le schéma, comment il isole les gens puis se fait passer pour la victime. J'ai regardé une feuille tomber de l'érable au-dessus de moi. Au Japon, on a un mot pour ça, mono, inconscient. La douce amère conscience de l'impermanence. Ça ne change rien, ai-je murmuré. Mais dis-lui que j'accepte ses excuses. Cette nuit-là, impossible de dormir. Oliver est venu avec des onis de supérette et m'a écouté lui raconter toute cette histoire surréaliste. « Tu veux te sentir vengé ?» m'a-t-il demandé, allongé à côté de moi sur le futon. Je ne sais pas ce que je ressens. C'est normal aussi. Mais ça n'allait pas. Quelque chose me rongeait. À 2 heures du matin, je me suis levée, j'ai préparé du thé et j'ai parcouru mes contacts bloqués. Je n'avais rien enregistré en partant. Ni photo, ni message. J'ai tout effacé comme pour un exorcisme. J'ai débloqué le numéro de Ryan, juste pour voir. Immédiatement, 3 SMS sont arrivés, tous datés du jour même. Le premier message disait « Il faut qu'on parle ». Le deuxième, Sophie a dit « C'est toi qui as fait ça ». Vraiment? Le troisième, envoyé il y a 1 heure. Je sais que non. Je suis désolée pour tout. Tu méritais mieux. Je fixais l'écran. Les mots que j'aurais dû entendre il y a 2 ans, arrivaient trop tard pour avoir un quelconque impact. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes photos et j'ai trouvé l'album du mois dernier.
Oliver et moi à Fushimiari. Traversant des milliers de grilles oranges. Moi apprenant à mes élèves à faire des grues en papier. Mon appartement à Sunset. La lumière dorée sur les tatamis. Mes mains façonnant de la poterie à l'atelier que j'avais rejoint. C'était ma vie maintenant. Pas parfaite, mais la mienne. J'ai bloqué le numéro de Ryan à nouveau. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Emma, ma chérie, je suis tellement désolée. Pourquoi? Précisément. Elle est restée silencieuse un long moment. Pour l'avoir choisi lui plutôt que toi. Pour t'avoir fait croire que ta douleur n'avait pas d'importance parce que c'était difficile pour moi de l'admettre. Pour être allée à cette réunion de planification de mariage le mois dernier. Tu es allée à une réunion. Sophie voulait mon avis sur les fleurs. Elle disait que tu étais devenue si froide pendant le divorce que Ryan avait besoin du soutien de sa famille. Je l'ai cru. Je suis vraiment désolée. J'ai fermé les yeux. Maman, as-tu seulement pensé à me demander ma version des faits? Je sais. J'ai été lâche. J'aimais Ryan. Il était charmant. Il avait réussi. Je pensais que tu gâchais un beau mariage pour rien. Il m'a coupé de tous ceux qui m'aimaient. Il m'a fait croire que j'étais folle d'avoir des sentiments. Il m'a trompée et m'a forcé à m'excuser de l'avoir découvert. Je sais, ma chérie. Je le sais maintenant. Claire m'explique des choses que j'aurais dû voir il y a des années. J'ai été une mère horrible. Tu n'as pas été horrible. Tu étais juste humaine. Je me suis surprise à le penser sincèrement. Mais tu m'as vraiment fait beaucoup de mal. Est-ce que je peux me faire pardonner? Est-ce que je peux venir te voir? Je veux voir ta vie là-bas. Je veux rencontrer Oliver. Je veux comprendre pourquoi tu es parti. J'ai regardé par la fenêtre l'hôtel du quartier, où une vieille dame déposait des offrandes de riz. Je ne suis pas partie à cause de Ryan. Je suis partie parce que j'avais besoin de me retrouver avant de le rencontrer. Et je l'ai retrouvée. Et elle est heureuse. Maman. Elle est vraiment, sincèrement heureuse. 3 semaines plus tard, toute l'histoire a éclaté. David Laurent a accordé une interview à un blog d'actualité français, reprise par les médias américains. Sophie Colette Laurent, 29 ans, avait orchestré une double vie très élaborée. Elle menait une double vie depuis 3 ans. David, graphiste à Paris, pensait qu'elle travaillait à distance comme consultante pour des entreprises technologiques américaines. Ryan, quant à lui, la croyait décoratrice d'intérieur à succès, développant sa clientèle américaine. La vérité était bien plus complexe. Elle utilisait l'argent de Ryan pour financer des voyages à Paris, soi-disant pour des conférences sur le design. Elle squattait l'appartement de David tout en disant à Ryan qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle ne pouvait pas encore emménager avec lui. Elle avait promis à David qu'il se marierait dès qu'elle aurait terminé son grand projet en Californie. Elle avait promis à Ryan qu'il se marierait dès qu'elle se sentirait stabilisée après son enfance difficile. Les 2 hommes avaient acheté des bagues. Le pire, c'est que Sophie avait déjà fait ça. David a trouvé un message sur Reddit, posté par une londonienne, affirmant que Sophie avait escroqué son petit ami de 20 000 livres sterling avant de disparaître à Paris. Même scénario, même promesse, victime différente. Je lisais l'article assise dans la salle des professeurs de mon école. Mon thé refroidissant. « Ça va ?» demanda Oliver en regardant par-dessus mon épaule. J'essaie de décider si je plains Ryan. Et toi? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, pas du tout. Il l'a choisi, elle, plutôt que moi. Il a cru à ses histoires sur mon côté dramatique et possessif. Il ne m'a jamais demandé ma version. C'est compréhensible, mais je plains David. Il avait l'air de vraiment l'aimer. Et puis, cet après-midi-là, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Objet. Je te dois des excuses. J'ai failli le supprimer, mais par curiosité. Chère Emma, tu ne me connais pas, mais je suis Marcus, le frère de Ryan. On a perdu contact il y a des années, bien avant que tu épouses mon frère. Je l'ai contacté après avoir vu les nouvelles et il m'a parlé de toi et de la façon dont ta famille t'a traité. Je voulais que tu saches que j'avais reconnu le même schéma. Ryan m'a fait la même chose. Quand j'étais en désaccord avec ses opinions politiques, il m'a renié. Il a dit à sa famille que j'étais toxique et que je ne le soutenais pas. Ils l'ont cru.
Je n'ai pas parlé à mes parents depuis 4 ans. Ce qui est arrivé à Sophie m'a fait comprendre qu'il n'a pas changé. Il trouve des gens qu'il aime, les utilise jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, puis les jette quand ils ne répondent plus à ses besoins. Je suis désolée que tu aies vécu ça. Je suis encore plus désolée que ta famille l'ait permis. Je ne m'attends pas à ce que tu me répondes. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un voit la vérité. Tu n'étais pas le problème. Tu n'as jamais été le problème. Prends soin de toi, Marcus. Je l'ai lu 3 fois. Alors j'ai répondu, Marcus, merci pour ça. Tu as raison. Je ne savais pas que Ryan avait un frère. Il ne t'a jamais mentionné. Maintenant, je comprends pourquoi. Je suis désolée que tu aies vécu ça aussi. C'est une douleur particulière, n'est-ce pas? Être effacé de l'histoire de sa propre famille. Pour ce que ça vaut, je vais bien maintenant. Mieux que bien. Je suis partie au Japon et j'ai tout recommencé. J'ai trouvé des gens qui ne m'obligent pas à me faire toute petite. J'ai trouvé un travail épanouissant. J'ai trouvé un amour simple et naturel. La meilleure vengeance que j'ai apprise, ce n'est pas la vengeance. C'est construire une vie si riche que ceux qui vous ont blessé deviennent de simples notes de bas de page. Prends soin de toi, Emma. 2 mois plus tard, Claire a appelé pour donner des nouvelles. Ryan déménage à Austin. Il a vendu la maison de marin. Tant mieux pour lui. Il a demandé de tes nouvelles. Il m'a demandé si tu étais heureuse. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que tu allais bien. Que tu pensais à peine à lui. Que tu sortais avec quelqu'un qui te traitait comme. Tu es le fils. J'ai souri. Vraiment? N'est-ce pas? Oliver a littéralement appris l'art floral japonais parce que tu as dit que tu aimais ça. Elle avait raison. Oliver m'avait surprise la semaine dernière avec un arrangement ikebana qu'il avait réalisé lors de cours secrets. Son asymétrie, la façon dont il avait équilibré les branches m'avait fait pleurer. Oui, ai-je dit? Je suppose que oui. Ryan n'a pas apprécié. Il a pris un air de défi, comme s'il allait expliquer pourquoi tu ne pouvais pas être heureuse sans lui. Mais il ne l'a pas fait. Non, parce que je suis partie. J'en ai assez d'être son public. Ce soir-là, Oliver et moi avons longé la rivière Camo. La lune était pleine et se reflétait sur l'eau. Des couples étaient assis sur les berges, parlant à voix basse. Un héron se tenait parfaitement immobile dans les eaux peu profondes. J'ai reçu une offre d'emploi, a dit Oliver. À Kyoto. Un poste permanent, un meilleur salaire. C'est incroyable. J'ai refusé. Je me suis arrêtée de marcher. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une meilleure offre à Okinawa, un poste d'enseignante dans une école internationale ville balnéaire. Un rythme plus tranquille. Il se tourna vers moi. Je n'avais pas encore accepté, car je voulais te parler d'abord. Moi? Viens avec moi. Non pas que tu me suives, mais parce que c'est peut-être le moment de ta prochaine aventure. On pourrait explorer les îles, apprendre à plonger. Tu pourrais donner des cours de photographie aux touristes, ou pas. Tu pourrais faire ce que tu veux. Je le regardais, cet homme qui ne m'avait jamais demandé d'être plus discrète, plus silencieuse, plus facile à vivre. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Mais je connaissais déjà ma réponse. C'était oui. Non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je voulais voir ce qui se passerait si je choisissais ma propre aventure au lieu de laisser la vie décider pour moi. Voilà la vraie vengeance. Je l'ai compris, ce n'était pas le mariage raté de Sophie, ni l'humiliation de Ryan, ni même les excuses de sa famille. La vraie vengeance, c'était ça. J'avais quitté sa cage et appris à voler. Et quand la cage a explosé, j'étais déjà si loin que les débris ne pouvaient pas m'atteindre. J'avais passé 2 ans à croire que j'avais besoin de tourner la page. Il s'avère que j'avais juste besoin de distance, de temps et de gens qui m'aimaient inconditionnellement. 3 semaines plus tard, j'acceptais le poste à Okinawa. Oliver et moi avons emménagé dans une petite maison près de la plage. J'ai lancé une entreprise de photographie, réalisant des demandes en mariage et des portraits de famille pour les touristes. Ma sœur est venue me rendre visite. Ma mère est venue et a pleuré en me voyant si légère. Ryan m'a envoyé un dernier message d'un numéro inconnu. J'ai entendu dire que tu déménageais encore. Fuir, c'est ta spécialité. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu.
Je l'ai laissé là, non lu, pendant que j'allais nager dans la mer de Chine orientale. Car voici ce que j'avais appris durant ces 2 années d'exil transformé en évolution. On ne peut pas fuir ses problèmes. Mais on peut absolument courir vers leur solution. Et parfois, la personne qu'il fallait laisser derrière soi n'était pas seulement son ex-mari. C'était cette part de soi qui croyait que l'amour devait faire mal, que la famille était synonyme de loyauté sans limite, que la paix était quelque chose à gagner plutôt qu'un droit acquis. Je n'ai pas divorcé pour partir vivre à l'étranger. J'ai fait comme si Ryan Castellano n'avait jamais existé. Je l'ai fait pour me souvenir que j'existais moi aussi. Et au final, c'était la seule vengeance dont j'avais besoin.